Donc voilà, la deuxième partie, ça va être un petit peu les conclusions, quelques remarques et observations. Et avant de l'attaquer, si vous avez des questions, vous pouvez mettre un petit N si vous n'avez pas de questions. Comme ça, je vois que vous êtes toujours là, bien vivant, que je ne vous ai pas endormi. Euh, et puis, mais on a la crème de la crème, hein. On a un petit groupe, mais on a la crème de la crème ce soir. Alors, pas de questions, tout est compris immédiatement. Je ne peux pas espérer mieux. Alors, scalping et méthode. C'est sûrement plus facile maintenant. Je sais ce qu'il faut regarder. Oui, voilà, voilà, c'est ça. Observer et bien comprendre que le principe, c'est que les. Enfin, de toute façon, on va y revenir maintenant. Je ne vais pas commencer déjà à en parler parce que ce sera la conclusion de la formation, mais surtout, effectivement, que le principe, c'est que dès qu'on sait qu'on a tort, on sort immédiatement. Pas de réflexion, de blabla et tout. Donc il y a cette. Et par blabla, je veux dire, on ne commence pas à se dire oui, mais ça a l'air bien là et c'est quand même pas mal là, etc. Ça doit vraiment devenir un automatisme et vous allez vous surprendre parce que dès que la scène arrive, vous avez votre doigt qui part déjà presque tout seul. C'est presque un réflexe conditionné que la réaction qui va arriver quand vous voyez certaines situations, quand vous avez certaines situations sous les yeux. Alors, scalping et méthode. Vous réinitialisez votre braquet de prix. Vous y ajoutez un braquet de temps. Donc vous vous rappelez, oui, là je repars, le braquet de prix, c'est le concept de base du T-Trading. Donc vous regardez le marché et vous vous rappelez, on part du principe qu'il y a un braquet de prix et on part du principe que si ce braquet de prix est trop petit dans un braquet de temps donné, à ce moment-là, il n'y a pas d'opportunité. Mais en scalping, vous pouvez y rajouter simplement un braquet de temps. Donc, vous mesurez la volatilité dans un temps imparti. Imaginons par exemple, moi, par exemple, quand je scalpe le crude, je regarde. En fait, c'est un peu comme mettez-vous, vous allez rire, mais mettez-vous dans la peau d'une mouche. Vous voyez, la mouche, vous la chassez et 5 secondes après, elle revient, mais c'est le même concept. Il vous faut une mémoire tampon qui correspond à l'horizon que vous allez travailler, mais on va dire par exemple une mémoire tampon de 25 secondes. Donc vous allez observer, vous vous réinitialisez complètement, hop, les 25 secondes à suivre, j'observe, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui se passe, dans quelle braquette est-on pour le moment. D'accord. Votre niveau d'agressivité va déterminer le nombre de trades que vous allez prendre, si jamais vous décidez vraiment de scalper. Les opportunités sont présentes en tout marché, quasiment en tout temps, sauf si c'est vraiment trop calme. Mais dans les marchés trop calmes, le stop running peut être un setup particulièrement intéressant. Le problème, c'est que parfois, ils peuvent pousser la blague un peu loin. OK. Donc voilà. Attendez, il faut que je note. Il y a quelque chose que je n'ai pas mis dans la présentation, mais dont je voulais vous parler aussi. Voilà, si j'oublie, rappelez-moi de vous parler des, entre guillemets, des inventaires. Rappelez-moi que quelqu'un, si jamais j'oublie de le faire avant la fin, parce qu'il n'y a pas de slide là-dessus, je voulais vous toucher un mot sur le market making et les inventaires. Donc voilà, quand les marchés font des mouvements trop extrêmes dans une direction. Donc voilà, le risk-reward est mental, donc vous devez vous focaliser sur ce concept-là. C'est très important de se forcer à sortir des trades perdants très vite. Okay, donc on n'est pas du tout dans le concept dans lequel on est quand on trade avec des graphiques, avec des stratégies à espérance de gain positive, etc. On n'est pas du tout dans le concept. Et au fait, au plus on est avancé, au plus on aura tendance, sauf si vraiment on travaille uniquement les statistiques de sa stratégie, mais au plus on aura tendance à se permettre de scratcher les trades. Mais au début, le problème, c'est que ce qui va se passer, c'est que les débutants, ils ne scratchent pas les trades, ils sortent parce qu'au fait, ils ont peur et ils sont anxieux et ils sortent quand ils n'ont pas de raison de sortir. Et ça prend du temps avant de savoir quand on peut sortir ou quand on ne peut pas sortir. Les commissions doivent être basses. Si le marché ne va pas tout de suite dans votre direction, vous sortez. Il faut faire des pauses toutes les 20 à 30 minutes. Il faut faire attention à vos yeux parce que ça peut vraiment vous tuer les yeux. Et ça va être mon cas moi aussi aujourd'hui parce que je suis en train de parler avec vous en ayant mon écran devant moi et j'ai oublié de baisser la luminosité de l'écran, mais ce que vous allez avoir le blanc de vos yeux qui devient quasiment rouge, donc il faut faire attention.
Vous savez que je vous recommande toujours l'achat de lunettes. Il y a des guenards ou n'importe quoi d'autre qui filtrent les radiations. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais la luminosité négative de l'écran pour les yeux. Donc voilà, les UV, voilà, probablement. Alors, certains jours, vous pouvez favoriser un côté du marché. Donc là, vous allez très vite. Ce qui est bien, c'est que vous identifiez très vite où se trouve la pression. Si vous avez une partie, par exemple, ça arrive rarement, mais ça arrive, vous allez avoir une partie du DOM qui est chargée plus lourdement que l'autre pendant une période de temps assez donnée. Vous pouvez utiliser le concept des single prints. Donc, si vous travaillez avec le tape sur un niveau donné, concept des single prints, mais checker la profondeur avant. Un truc que j'avais une fois observé, et ça arrive pas souvent, et je me rappelle, je crois que j'avais observé ça une fois il y a 2 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Il y avait un speech qui était fait. Et si vous retrouvez dans les archives TEA, ça le sait quelque part, parce que je faisais déjà des vidéos. Ça doit être il y a 2 ans, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Mais il y avait un speech de Bernanke. Et les carnets ont été chargés à l'offre, le SPOOS, le Dow, le Russell et le Nasdaq, chargés ultra violemment à l'offre. Quand je vous dis ultra violemment à l'offre, c'est du genre on vend et en plus de vendre, on met mais je dirais il devait y avoir facilement sur un seul des niveaux de prix à l'offre autant de contrats que sur tous les niveaux au bid. Et les marchés ont décalé super violemment pendant le speech. C'est le genre de truc que vous pouvez observer. Ok, et c'était vraiment, vous voyez très très vite la panique qui s'installe. Et il y a cette pression, donc je sais pas, j'ai aucune explication du pourquoi, du comment, mais en tout cas, c'était un petit peu du style, on a le pouvoir de vendre, le marché ne va pas effectuer un optique. Et le marché a quasiment pas effectué un optique. Et c'était vraiment très très violent. Et ils ont tellement frappé les boules qu'il y avait sur le marché qu'après le marché n'a même quasiment pas, d'habitude ça retrace, là ça n'a même pas retracé. Donc c'était vraiment très violent. Et c'était pourtant à un moment où les marchés étaient liquides. Donc voilà, vous pouvez utiliser le concept des single prints et les vérifier dans la profondeur. Vous pouvez effectuer de la lecture de tape et ne pas vraiment utiliser la profondeur, sauf pour confirmer l'entrée. Donc jeter un petit coup d'œil, voir à quoi ça ressemble. Et là, on en arrive à ce que je vais appeler les 10 commandements, donc les 10 règles et les 10 choses très importantes qui vont être la dernière ligne droite. Premièrement, il n'y a pas de raccourci. Et là, vous vous dites, oui, il est marrant, il nous fait une formation de 2 heures sur le sujet, il nous montre plein d'exemples, et puis il nous dit qu'il n'y a pas de raccourci. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le screen time, c'est la clé. Prenez votre screen time. Ok. Il n'est pas rare encore aujourd'hui d'avoir des desks qui vous mettent derrière il ne faut pas leur parler de graphique. Le graphique, c'est après. Ok, on vous met derrière le tape, on vous met derrière le DOM, on vous met sur un simulateur et on vous dit débrouille-toi. C'est un peu ça l'idée. Bon, je caricature beaucoup, mais en tout cas, c'est très important. Et normalement, si vous avez bien regardé, en fin de journée, vous avez une idée d'à quoi ressemble le pattern chandelier de la journée. Ok. Il n'y a pas de raccourci, vous savez ce que vous devez chercher, voir, etc. Je suis sûr, peut-être vous allez voir des choses que moi j'ai même jamais vues, vous verrez peut-être des choses que je vous ai dit, vous verrez des autres manières de l'utiliser, 6 manières de l'utiliser, etc. Donc vous savez ce que moi je vois, ce que moi je regarde, ce que moi j'ai vu. 2-3 heures par jour, tous les jours, pendant 2 mois minimum, et après ça va venir tout seul, vous allez comprendre tout seul. Sur un seul marché pour commencer. Pas, je sais plus, quelqu'un m'avait posé la question, je pense que c'était Seb peut-être, est-ce que il faut avoir un autre marché à côté? Au départ, c'est pas nécessaire. C'est pas un must. C'est pas comment dirais-je, c'est pas nécessaire. Mais ça peut être une bonne chose. Ce que j'ai peur, c'est que si vous le faites au début, ça va être difficile de suivre 2 choses en même temps. Donc l'idée, ce serait d'abord de comprendre les premières choses. Tout en sachant que quand vous commencez à comprendre et voir, la vérification
peut être utilisé et qu'après il y a des stratégies de spreading et des choses comme ça qui peuvent être utilisées et de hedging qui peuvent être utilisées avec le deuxième. Alors, graphes. Prenez l'habitude de trader sans graphes, surtout au début. Il y a un grand malentendu au sujet des graphes. Tout niveau setup doit être confirmé dans la réalité. Il y a un super gros malentendu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les brokers, ils vous proposent des CFD où ils sont le seul market maker, ils sont l'offre, la demande, le spread, et ils vous disent trader depuis le graphe. Et si vous leur faites la profondeur, la liquidité, ils vous font quoi profondeur? Mais non, trader depuis le graphe. C'est tellement facile de trader depuis le graphe. La vérité, c'est qu'ils savent qu'il y a 90% de pertes et que rien n'est couvert quasiment. Et la vérité, c'est que je connais quelqu'un qui travaille avec un fonds et qui a utilisé des CFD pendant un moment chez un broker que je ne citerai pas. Et à la fin, il l'avait identifié comme étant un trader informé. À la fin, ils ont élargi ou triplé, non, j'exagère, peut-être doublé son spread. Ok, donc ils ont doublé son spread. Et ça veut dire quoi, doubler son spread? Ça veut rien dire. C'est un market maker. Ils sont toute l'offre et ils sont toute la demande. Maintenant, à côté de ça, ils peuvent pas faire grand-chose parce que, je dirais, ils sont basés sur des instruments qui existent vraiment. Ok, donc ils peuvent pas non plus offrir une cote complètement fausse par rapport aux cotes, par exemple sur le forex des autres instruments. Mais il n'y a pas cette transparence, d'accord? Donc comprenez, à chaque moment, on va toujours vous pousser à utiliser des graphes et à vous éloigner de la profondeur de marché, du tape et des outils comme ça. On va toujours vous pousser à le faire, parce que si vous comprenez ce que c'est et à quoi ça sert, vous ne pourrez à ce moment-là en aucun cas mettre un pied sur des marchés complètement opaques, surtout quand vous voyez sur même ce qui se passe même sur les marchés transparents, dans les exemples que j'ai donnés ici sur les futurs. Alors, temps et durée, une fois rentré, je ne sais pas pourquoi c'est rentré au féminin, si la structure du carnet change, sortez. Donc si vous êtes rentré, par exemple, pour une raison particulière sur une entrée dans la microstructure en scalping et que vous voyez que la structure change, qu'il y a quelque chose qui se passe qui vous plaît pas, un algo qui sort à un niveau sur lequel quelque chose qui modifie la donne, donc que vous vous retrouvez dans une situation où vous n'aviez pas vu ça et que ça installe un doute, sortez directement, vous pouvez re-rentrer, il n'y a pas de problème. Les setups d'entrée sont également des setups de sortie. Profitez, excusez-moi pour l'erreur, encore une fois, j'ai terminé ces slides il y a quasiment, je dirais, 1 heure avant la présentation. Profitez des algos pour frapper le niveau de l'algo. Okay, donc, profitez du fait que quand vous avez des algos, ça disparaît petit à petit. Si c'est pas généralement, on a été habitué à ce que les niveaux soient pris en gros paquets, donc un niveau de 100 qui est pris en 50, en 25 par exemple, et en 25. Mais là, par algo, ça va se faire par petit niveau de 1. Okay, réussite, généralement 90% de réussite, je dirais oui, 90% de réussite c'est un peu exagéré, mais je dirais entre 70 et 80% pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait, facilement 90% de réussite, en incluant les scratch. Donc on prend les scratch trades comme étant des réussites. Scratch trade, c'est quand on sort à plus ou moins break-even ou à un tick en dessous. Donc voilà. Attention, les quelques trades perdants peuvent effacer les bénéfices en quelques secondes si vous hésitez. Donc si vous hésitez et que vous vous êtes trompé, ça peut être effacé très vite. Vous n'avez absolument pas le droit à l'hésitation. En fait, tout doit devenir un automatisme. Scalper est comme conduire, cela doit venir tout seul. Vous verrez certains setups et votre droit partira tout seul. Même chose pour les sorties. Les pauses, c'est très important. C'est une manière de travailler qui est extrême, qui est intense. Les pauses sont essentielles. Vous ne pouvez pas travailler ces méthodes-là de manière aussi intensive. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus addictif que les manières de trader classiques. C'est beaucoup plus gai. Pour des gens vifs intellectuellement, c'est beaucoup plus gai. Vif intellectuellement, c'est stupide ce que je viens de dire. Non, je ne veux pas dire du tout que le scalping c'est pour les gens malins et que le reste c'est pour les imbéciles. Non, non, non. Vif intellectuellement, non, je m'exprime mal. Pour des hyperactifs,
voilà, des hyperactifs, un peu comme moi d'ailleurs, c'est très gai, ok. Mais c'est physiquement beaucoup plus éprouvant. Et faites attention parce que il y a un moment parfois où vous allez basculer dans le jeu. C'est ça, beaucoup moins d'ennui. Et il y a un moment où vous devez vous garder une check parce que vous pouvez à un moment donné basculer dans le jeu. Dès le moment où vous retrouvez dans le jeu, il faut directement arrêter parce que c'est dangereux. Vous faites 2-3 mauvais trades de suite. Vous pouvez effacer en 2 mauvais trades 40 bons trades, sans problème, tranquillement. Le scalping est comme pratiquer un sport de haut niveau. Si vous n'êtes pas en pleine forme, vous perdez. Faites des petites pauses de maximum, faites des petites pauses régulières, je dirais toutes les 15-20 minutes, et maximum 2h30 en un bloc par session. Alors, je continue. J'ai un double pause. J'ai un double pause. Vous devez sortir avant que le... oui, alors je ne sais pas ce que devait s'appeler normalement ce point. Il s'appelle ici malheureusement pause. Vous devez sortir avant que le full stop soit touché. C'est essentiel, sinon les quelques pertes qui vont avoir lieu vont effacer vos gains. Hein, donc le concept, remplacez ce commandement ici et faites-en. Et je réuploaderai une version apurée des erreurs. Mais effectivement, le concept, c'est que vous devez scratcher, au fait, faire ce qu'on appelle scratcher. Ok, donc c'est-à-dire, vous n'êtes pas dans le concept, on attend que le stop à 20 points soit touché. Vous êtes dans le concept, si je vois que j'ai tort, si la structure ne me plaît pas, si je vois quelque chose qui invalide mon scénario, je suis out. Ok, c'est essentiel parce que sinon les pertes que vous avez vont dépasser les gains vite. Vous devez savoir ce que vous cherchez. Quand vous regardez le DOM, vous devez savoir ce que vous cherchez. Votre subconscient repassera la visualisation des setups dans votre esprit pendant la nuit. Faites-vous une journée de DOM, ou 2h30 le matin, 2h30 l'après-midi de DOM. Je vous assure, vous allez fermer les yeux, vous allez voir des setups. Moi, ça m'arrive très très souvent. Je ne sais pas s'il y a des gens ici auxquels ça arrive aussi. Je sais qu'il y a des gens qui sont ici très actifs, d'autres qui sont encore candidats, entre guillemets, traders. Mais très souvent, vous allez voir que pendant la nuit, vous allez vous retrouver à trader. Et moi, ça m'arrive de me lever le matin quasiment plus fatigué que ce que j'avais été dormir, parce que j'ai géré des positions toute la nuit. À un moment, comme Tetris dit Fratom, à un moment, c'est presque comme on se réveille encore plus fatigué qu'on a été dormir. Quand je spreadais, à un moment, je prenais des spreads pendant la nuit et alors j'avais vraiment l'impression que c'était réel. J'avais vraiment l'impression que j'étais en train de trader. Et vous serez surpris par la manière dont votre cerveau peut émuler le marché. Si vous scalpez toute la journée, vous observez le DOM toute la journée, vous allez vous retrouver le soir, fermer les yeux et continuer à avoir des setups, etc. Pourquoi c'est intéressant? Parce que votre subconscient va repasser. C'est important de revisualiser le setup et pendant la nuit, vous allez le revoir, il va revenir, tourner dans votre esprit inconsciemment. Et ça permet au fur et à mesure de fixer ce que vous cherchez. Votre subconscient va le fixer et ça permet d'avoir ces réactions quasiment instantanées à certaines choses avant même que vous puissiez le voir réellement. Alors, on va passer de l'incompétence inconsciente à la compétence inconsciente. Ok. Donc au début, on n'y connaît rien, mais on s'en rend pas compte, on a l'impression que c'est facile. Et puis après, on devient compétent sans s'en rendre compte. Pensez à l'exemple de la conduite, c'est un très très bon exemple. Donc voilà. Seth dit, c'est créer des chemins neuronaux. C'est très probablement ça. Je ne suis pas un spécialiste. Je ne connais pas ces aspects-là. Je vous parle moi ici d'un point de vue pratique. Je sens qu'il y a certaines manipulations, par exemple. Dans le cas des spreads, au début, j'étais un peu moyen sur l'exécution. Et puis, au bout d'un moment, ça vient vraiment tout seul. Donc voilà. Oui, l'inconscience consciente. L'inconscience consciente, ça c'est le stade avant la compétence inconsciente. Effectivement. Et je ne sais même pas de qui c'est tiré. Si quelqu'un a le crédit pour ça, c'est quelque chose que j'ai
que je connais, je suppose que ça doit venir de quelque part. Je ne sais pas d'où ça vient exactement, mais en tout cas, ces concepts s'appliquent très bien. Et on arrivera au concept de compétence inconsciente, et on arrivera au concept, comme je l'ai très souvent à la fin de la journée, de regarder, de voir que j'ai pris 50 trades, de voir que je suis, ça à la limite pas d'importance, break-even en gain ou même en perte, et de ne pas avoir une idée nette de tout ce que j'ai fait pendant la journée. Ok, et ça m'arrive souvent. Et souvent, quand je fais le morning meeting, vous m'avez comme ça et je suis, ah, j'ai pris ça, j'essaie de vous dire les choses importantes. Mais j'ai pas tout, je vous parle des choses qui m'ont le plus marqué, mais je ne connais pas. Rares sont les trades en fin de journée dont on se rappelle tous. On les note, on essaye d'en garder la trace, mais on s'en rappelle pas. On se rappelle pas de tous les trades. Et alors, au fur et à mesure de l'exécution et de la pratique, on va arriver effectivement à avoir des automatismes qui se créent, d'où l'importance de ne pas commencer sur des mauvaises bases, parce qu'on peut créer des bons automatismes comme on peut créer des mauvais automatismes. D'où l'importance aussi d'observer très longtemps avant de commencer. Si vous voulez commencer à paper trader, observez longtemps avant de commencer à paper trader, et ne faites pas le pitre, pardonnez-moi l'expression, avec le DOM en mettant 150 contrats pour voir ce que ça donne, et puis en tradant, et puis à la fin de la journée en vous disant oh chérie, on va devenir millionnaire, etc. Restez dans le réel. Vous voulez trader un contrat, simuler avec un contrat. Vous avez un coût de commission élevé parce que vous n'avez pas d'accord particulier ou parce que vous ne faites pas de volume. Prenez des trades que vous pourriez prendre avec un coût de commission élevé. D'accord? Donc restez dans le réel, quoi. Alors 10. Le screen time. Gardez une trace de votre screen time. Essayez d'atteindre minimum 100 heures avant de vous lancer. 100 heures et bien entendu si vous avez commencé à paper trader à travailler à être profitable de manière constante. Ce qui est bien aussi c'est qu'il n'y a pas c'est vraiment une mécanique qu'il faut roder. Vous allez roder une mécanique. Ce qui est bien c'est qu'il n'y aura pas une différence majeure si vous travaillez avec un logiciel qui vous donne la même liquidité que le vrai marché. Il n'y aura pas une différence majeure entre les performances que vous pouvez faire sur un simulateur et que vous pouvez faire en réel. 3 heures par jour pendant 2 mois, 120 heures, rien ne remplace le screen time. Ok, donc voilà, la formation est jolie, ça vous a peut-être enthousiasmé, etc. Mais rien ne remplace le screen time, rien ne remplace le screen time, rien ne remplace après le fait d'être dans le marché avec un contrat réel. Et voilà, mais l'avantage c'est que les émotions, c'est tellement mécanique que les émotions, elles n'ont pas... S'il y a des émotions en jeu, eh bien, c'est que vous êtes en train de faire le pitre dans un trade perdant, que vous réfléchissez, etc. Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, mes chers amis. Écoutez, on a quand même fait un petit... j'ai battu un record, je pense. Je crois que j'ai battu la durée de la formation T-Trading. Questions, remarques, observations. Je suis à vous et je me désaltère un petit peu. Je vous rassure, je bois de l'eau. Hein. Cède, merci. Vous voyez, j'avais oublié. Je suis dans le concept de la mémoire de mouche. La mémoire de mouche. Ok, l'inventaire. Oui, voilà, tout à fait. Il n'y a pas de slide. Oui, il n'y a pas de slide. Tout à fait, tout à fait. Merci, merci à vous. Alors, l'inventaire. Gardez à l'esprit que le market maker, si le marché bouge trop fort dans une direction, il prend la contrepartie. Il est obligé de donner des cotes. Donc, que si un marché bouge trop fort dans une direction, dès qu'il y a un peu moins de liquidité, il va en profiter pour essayer de faire retracer le marché dans l'autre sens. Il a probablement couvert en se hedgeant. Donc par exemple, imaginons un market maker futur sur l'or, il va se hedger par exemple sur un ETF sur l'or, mais à côté de ça, il va quand même devoir déboucler sa position, il va toujours essayer. Quand ça bouge trop fort dans une direction donnée, dites-vous bien que ces gens vont profiter des moments où les marchés sont un peu plus calmes pour essayer de faire décaler le marché dans l'autre sens, avec les outils qui sont à leur disposition, qui sont ceux qu'on a vus largement dans les slides précédents. D'accord? Donc c'est ça que je voulais vous dire. C'est vrai, j'avais pas de slide là-dessus. Et en parlant là pendant la présentation, je me dis ça c'est important. Il faut que j'en parle avec vous. Donc voilà, gardez ça à l'esprit.
le market maker, ça explique très bien ces mouvements qu'on a. Hein. Donc, le petit microstructure, le petit chemin d'oscillation entre le bid et le ask. On monte un peu dans la structure, le scalper, l'oscillation entre, je dirais, les ditiques dans un sens, le retracement dans l'autre sens, etc. Intraday swing, l'oscillation des intraday swing sur les graphes en 30-60 minutes. Et puis après, on part sur les graphiques journaliers, le swing trade, l'oscillation des swings au niveau des swing trades. Puis on part sur le weekly, puis sur le monthly, etc. On part d'une micro-oscillation à des oscillations plus grandes, mais le processus d'oscillation est naturellement obligatoire pour que les gens qui font la liquidité puissent la donner. Si le marché va tout droit dans une direction, ces gens, comment ils font pour vous donner la liquidité? Ils doivent prendre la contrepartie de vos trades. D'accord? Régulièrement, on apprend qu'il y a un market maker qui est bankrupt parce que le marché a trop décalé, parce que les modèles de couverture qu'ils utilisaient n'ont pas fonctionné, etc., etc. Ok? Ces gens prennent la contrepartie de vos trades. Ok? Si le marché monte et qu'il continue à monter, il continue à être liquide, le market maker est dans une situation où effectivement, il va falloir que ça retrace. Ça explique également les bandes VWAP. Et vous savez que les bandes VWAP, 80% des algos sont basés sur les bandes VWAP. Et le concept du VWAP, c'est un concept qui est très très utilisé. Pourquoi? Parce que la personne, imaginons par exemple, j'ai pas directement, mais j'ai une connaissance éloignée, je dirais, qui travaille des contrats, qui travaille beaucoup sur un contrat, qui intervient beaucoup sur un contrat. Et quand je dis intervient beaucoup, il y a des jours où ces personnes-là vont pouvoir être jusqu'à 60 à 70% de la des trades qui ont été faits sur un contrat, quand ils sont en phase d'accumulation. OK? Mais ces gens-là, ils vont travailler avec plein de brokers différents pour cacher un max leur position. Ils vont travailler avec des systèmes. À l'époque, on appelait un broker, le broker allait passer les ordres manuellement. Maintenant, il y a un algo qui va les passer, qui va s'occuper d'accumuler. Et alors, le benchmark, ça va être le VWAP. Donc, c'est le Volume Weighted Average Price. OK? Et alors, il y a des algos qui garantissent le VWAP. OK? Donc, on va dire que les fils que vous allez avoir aujourd'hui sur ce produit-là sont VWAP garantis. Et c'est la raison pour laquelle on voit, et si vous avez intégré les bandes VWAP, je pense que c'est Alexo qui avait eu un peu de mal d'ailleurs à les intégrer, mais qui a réussi maintenant sur l'ancienne version de TradeStation, c'est que ces bandes VWAP sont, comment dirais-je, sont très intéressantes à observer parce que la plupart des algos se basent sur les VWAP et les déviations standards. Ok, donc on s'adapte avec notre temps. Mais la majorité des algos travaillent avec ça. Et donc, quelqu'un qui va appeler un broker qui doit acheter beaucoup de contrats, il veut qu'on lui garantisse un certain nombre de contrats au VWAP ou à un meilleur prix. D'accord. Et donc voilà. Voilà l'idée. Et c'est également pour ça qu'on a tendance à voir, dès le moment où on s'écarte trop de ce prix moyen, un retour. Gardez à l'esprit que chaque fois que le marché a monté, ces gens peuvent être, par exemple, dans une situation où ils sont super net short. Et ces gens vont être dans une situation où, par la force des choses, ils vont devoir moyenner à la baisse leur short. C'est même pas du moyennage à la baisse, c'est qu'ils sont obligés de donner les cotes. Et dans un marché qui monte en ligne droite, ils sont obligés de vendre. Alors, ils vont se hedger comme ils peuvent, mais dès que le marché est calme, s'ils ont une raison de penser qu'on est un peu au-dessus de la valeur, et le VWAP est la valeur générée par le marché, donc le marché va nous générer ce qu'il pense être la valeur au travers du VWAP, au travers du point of control, etc. Mais dès ce moment-là, dès le moment où ils ont les mains un peu libres et où il n'y a pas ce flot d'ordre, ils vont tout faire pour faire retracer le marché. Et c'est pour ça que cette période classique entre midi et 14 heures sur les indices US, donc midi et 14 heures Eastern, est une période particulièrement difficile pour le trading, parce que ces gens vont travailler comme ça. Et rappelez-vous, avant, et ce qui est intéressant, c'est que vous suivez les évolutions de mon trading, c'est qu'à un moment, j'utilisais beaucoup les bandes de volatilité, etc.,
et on était dans une situation où c'était très difficile, avec ce que j'avais dans ma boîte à outils, de trader les mouvements pendant cette période-là. Mais l'avantage, c'est qu'avec les bandes VWAP, on peut travailler pour un retour sur le VWAP ou pour un retour sur la bande inférieure. Ok. Mais pour en revenir à nos moutons, l'idée, c'est effectivement garder à l'esprit que ces market makers vont tout faire pour avoir un retour quand on a eu un mouvement trop directionnel dans une direction. Parce qu'ils vont être trop net short sur un marché qui a monté ou trop net long sur un marché qui a baissé. Voilà. Voilà. Question, remarque. Observation. Alors, il est où mon sondage? Hop. Attendez, il faut que je réinitialise mon sondage. Hop. Je n'arrive pas à réinitialiser mon sondage. Effacer toutes les réponses. Voilà. Très important, Matt, tout à fait, très important. Je vous dis ici, en connaissance de cause, qu'à Londres, dans un desk, vous pouvez arriver à du 70 cents par euro aller-retour sur le DAX. OK. Très important, le scalping n'est pas à faire avec des commissions retail. Vous négociez avec un prop desk pour clearer. Le problème, c'est que vous allez l'argent, votre equity va être gardé sur l'equity de la banque sur lequel l'argent se trouve, de la banque dépositaire, mais effectivement, ça vous permet d'avoir des bonnes commissions. Donc, oubliez le concept. Ce qui est bien avec les systèmes de trading qu'on utilise, c'est que le risk-reward est bon. Et mon ambition, c'est plutôt ici de vous permettre de raffiner dans la microstructure et éventuellement, pour ceux qui auront une affinité, de creuser. Donc voilà, mais c'est vrai qu'avec des commissions retail, pas évident. C'est ça, Richard. Chacun y trouvera... et je crois que oui, je crois que cette vidéo est définitivement à revoir. Voilà. Et idéalement, ce serait effectivement intéressant de mettre des vidéos live. Le seul problème que j'ai, c'est que la capture vidéo pour faire du réel a tendance à mettre trop d'aléatoire et de latence et de danger dans ce genre de situation. Les futurs US les plus adaptés au scalping, le crude, définitivement, à condition d'être un ultimate fighter, je dirais le crude, c'est super intense. Il y a même, moi, le crude, j'arrive même à le scalper côté. Donc même en entrant après des ordres limites dans le DOM, donc c'est pas mal. L'or peut être intéressant aussi, si on sait quand le trader. Mais je dirais c'est pour moi plus des marchés à travailler. L'intérêt du crude, c'est que l'incrément de variation par rapport aux commissions et la volatilité en fait un truc avec des risques reward qui permettent très largement de scalper. Il suffit de très peu de trades. Dès le moment où on est dans le bon sens, si on garde, ça permet d'avoir vraiment un bon avantage sur le crude. L'or, il est un peu plus soupolé, et l'or, il a une personnalité moins établie. Le crude a une personnalité très établie. L'or a tendance à être dans différentes personnalités différentes. C'est un schizophrène, l'or, dans son comportement. Voilà ce que ça donne. Sinon, le dos, le problème, c'est que l'incrément de variation sans statut particulier sur le dos. Si on veut le scalper uniquement, l'incrément de variation à 5 dollars par rapport à la commission, ça en fait un truc un peu délicat avec des commissions retail. Sinon, éventuellement, le Russell, tout à fait.
Je ne l'ai jamais vraiment travaillé, mais c'est probablement, point de vue indice, c'est probablement le plus adapté, le Russell. Mais je suis pas un spécialiste du Russell. Je sais que l'ICE a fait toute une opération de séduction pour attirer le DAX, c'est, je pense, le ratio TIC commission fait effectivement du DAX le contrat de choix pour le scalping. Et si vous voyez qu'en prod, vous l'avez à 70 cents, tarif d'entrée. Donc 70 cents, même pas avec un minimum d'aller-retour compris. Vous l'avez à 70 cents l'aller-retour, c'est pas mal, quoi. Donc le ratio, toujours garder bien à l'esprit le ratio commission TIC. Et un troisième facteur qui rentre, c'est le ratio commission TIC et l'aspect volatilité. Ok, mais qui peut jouer pour vous et contre vous, bien sûr. Mais généralement, si vous attendez des extrêmes, l'aspect volatilité est intéressant. Et ce que je disais, c'est que pour revenir au Russell, c'est un contrat qui était pas trop travaillé. Et l'avantage, c'est que l'ICE a lancé une vaste opération de séduction pour attirer plus de volume sur le Russell. Il faut savoir que l'ICE est en compétition avec le CME, qui a quasiment le monopole sur les indices US. Et que donc, pendant tout un moment, si vous vous rappelez, pendant tout un temps, on avait les flux gratuits sur l'ICE, etc. Donc voilà, ils essayent d'attirer plus de volume sur ce contrat. Voilà, voilà. Encore des questions? Vous allez pouvoir... Oui, c'est du pari en ligne, mais attention, hein, moi, la personne... impossible de voter. Oups, excusez-moi. Alors... écoutez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Toujours pas? Non, je suis en train de faire des bêtises. C'est cette nouvelle version. Hop, cette nouvelle version ici, voilà. Attendez, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. J'étais en plein milieu de quelque chose. J'ai perdu le fil de mes idées. J'avais pas terminé. Ah oui, les CFD, oui. C'est ça, voilà. Merci Alain. Non, j'ai un ami qui lui est dans des trucs un peu plus fondamentaux et pour lui c'est parfait. C'est parfait. Donc si on sait, je veux dire quelqu'un, par exemple, je donne toujours l'exemple, quand le crude était très très bas, ça permettait d'acheter le crude sans frais de stockage et si vous aviez assez de marge que pour couvrir le prix du crude à zéro, c'était une opération magnifique. Le gros contrat sur le crude oil était beaucoup trop gros pour être gardé. Donc c'est pas mal. Maintenant, à côté de ça, effectivement, c'est un produit qui est vendu à des gens qui vont essentiellement trader, faire du day trading assez court terme avec des stop séries, etc. Et là, c'est une aberration, évidemment. Donc voilà. Je vais essayer de faire des vidéos, oui. Je pourrais vous faire des vidéos sur le crude. Et je suis de plus en plus en train de... Vous savez, j'ai suivi pas mal de formations ces temps-ci. Et j'ai suivi de plus en plus le DAX. J'ai suivi de plus en plus le DAX ces temps-ci. Modestement, je n'ai nullement la prétention d'être un spécialiste, mais j'ai ces derniers temps eu tendance à suivre le DAX. Ouais, très très bon, très sympa, très systématique. Il a une personnalité, il a vraiment une personnalité. Et le rapport incrément de variation commission est excellent et surtout la volatilité est sympa. Et il a tendance à aller sur des extrêmes. Donc voilà. Voilà. Ah, tout le monde a trouvé ma présentation excellente, mais vous me gâtez. Je pensais qu'il y avait qu'une personne qui avait voté, au fait. Vous me gâtez, ma parole. Voilà, les amis. Je pense que le moment est venu.
Ah, écoutez, vous êtes les seules, vous êtes les seules personnes qui m'écoutaient quand je parle de trading dans mon entourage. Alors, ah, parce qu'entre traders, on peut parler entre traders, mais souvent on s'écoute parler. Et voilà. Et là, l'avantage, c'est que c'est des sujets vraiment qui m'intéressent beaucoup, et sur lesquels je fais beaucoup de recherches et sur lesquels, voilà. Et le problème, c'est que euh, c'est très difficile d'en parler parce que c'est difficile de trouver les mots, etc. Mais en tout cas, j'ai pris autant, si pas plus, de plaisir que vous à faire cette présentation. Donc voilà. Voilà, voilà. Et puis surtout, il n'y avait rien sur le sujet, et on lit beaucoup de bêtises aussi sur le sujet. Et alors, autre chose aussi dont je n'ai pas vraiment parlé, mais qui est important, ne croyez pas, les personnes qui sont probablement sincères et qui vont vous dire il n'y a plus moyen de profiter de ce qui se passe à l'intérieur du carnet. C'est complètement erroné. Le plus triste de l'histoire, c'est quand ils le disent, ils sont probablement sincères parce que ça a changé. Parce que ça a changé. Et pour synthétiser, ma vision, c'est une lecture du DOM comme on effectuerait une lecture du tape, tout en s'appuyant sur les resting bids et les resting offers, donc sur les ordres limites de part et d'autre du marché, pour confirmation et pour avoir un billet. Donc c'est une version 2.0 de la lecture de tape. OK. Et voilà. Et s'il y a une seule chose vraiment à retenir de tout ça, c'est effectivement ce concept de stop running qu'on voit tout le temps, partout et régulièrement. Et voilà. Et si vous avez observé des choses que je n'ai pas observées, si vous avez des remarques, des réflexions, etc., vous avez ici mon adresse mail. Vous savez que je suis horrible avec les mails. J'ai tendance à toujours avoir au moins 10 mails de retard et avoir parfois un délai. Et quand j'envoie des mails, c'est généralement une phrase. Mais en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Au pire, je fais une vidéo, je vous appelle par téléphone ou bien alors je vous réponds vraiment si j'ai pas le choix. Mais ça va. Donc voilà les amis, très bonne soirée à tous. Je ne ferai pas, parce que je suis complètement épuisé, le morning meeting ce soir, je ferai ça demain. J'aurai pas grand chose à dire parce que j'ai pas beaucoup tradé aujourd'hui. J'ai vu qu'on avait un niveau de résistance market profile qu'on avait pris ce week-end qui avait été touché et rejeté. J'avais posté ça, je pense, dans le morning meeting, mais j'ai même pas vraiment dans la stratégie du jour, mais j'ai même pas vraiment eu la possibilité de travailler cet après-midi. Donc voilà. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Les vidéos seront mises en ligne de manière relativement rapide. Et voilà. Et comme je l'ai dit, bientôt c'est Matt, c'est Matt qui va faire les vidéos. Hein. Voilà, voilà. À bientôt. Bonne soirée. Bye bye.